Jean Cazot, vous êtes ufologue, chercheur, auteur et conférencier. Mais pour la majorité des gens, un ufologue, ça fait quoi et ça cherche quoi? Ouais, ben l'ufologue, c'est un terme francisé parce que ça vient de l'acronyme UFO, Unidentified Flying Object, et c'est l'étude des objets volants non identifiés sur le terrain. Parce qu'un ufologue, c'est pas un blogueur sur Internet, c'est pas un amateur de Facebook, c'est quelqu'un qui, j'ai rien contre les gens qui font ça, c'est pas mon point, mais un ufologue, c'est quelqu'un qui est sur le terrain, qui rencontre les témoins, qui fait des enquêtes et qui fait aussi de la recherche, parce que c'est pas tout de faire de l'ufologie classique, c'est-à-dire compiler des dossiers puis les diffuser d'une façon ou d'une autre. Faut faire une analyse et il faut essayer aussi au niveau de la recherche, de déterminer l'essence, l'origine. Et là, ben, ça demande une recherche accrue et dans d'autres domaines que l'ufologie. Mais c'est pas d'aujourd'hui que vous vous occupez de cette passion-là, l'ufologie. Ça fait au-delà de 44 ans. Oui, j'ai commencé en 1966, le 21 décembre, à 13h35. Pour les gens qui connaissent moins Jean Cazot, expliquez-nous un peu votre parcours à travers cette passion-là, mais aussi à travers la radio, parce que vous êtes un animateur reconnu. Ben, je veux pas faire mon vendeur de livres, là, mais en ce qui concerne les origines de cette passion-là, j'ai l'intention de diffuser je vais publier un livre en janvier chez Québécois qui va s'intituler « Ce dont je n'ai jamais parlé ». Et alors, si je vous en parle, je vais être obligé de changer le titre. Mais je peux quand même vous dire, au-delà de ça, que c'est plus qu'une passion ou une obsession. C'était comme c'est comme quelqu'un qui se retrouve parmi les siens, se retrouve chez lui, lorsque je suis tombé là-dedans. Il n'y a absolument rien qui me surprenait. Il n'y a absolument rien qui me désarçonnait ou qui me faisait reculer en disant « Oh, c'est sûr que lorsque les enlèvements, le phénomène des enlèvements est survenu avec Betty Barney Hill dans les années 60, moi je venais juste de commencer. Ça c'était un peu raide au début, mais ça allait. Tu sais. Mais il faut comprendre que dans les années 70 et 80, la plus spectaculaire observation d'OVNI qu'on pouvait avoir, c'est ce qu'on appelait une RR3, c'était une rencontre du troisième type, comme Spielberg l'a intitulé son film, où les gens voient un vaisseau avec les occupants. Et ça là, c'était comme... écoute, le nec plus ultra de l'observation. J'en ai eu quelques-uns, je n'ai pas eu des tonnes, mais les enlèvements comme tels, ça, c'est venu beaucoup plus tard. Et les ufologues, en général, étaient réfractaires à cette idée-là. Osaient pas être touchés, je faisais partie de ceux-là. Mais à un moment donné, j'ai embarqué dans ça et c'est devenu ma spécialité, veut pas, au cours des années 80, fin des années 80. Mais comment se fait-il qu'en 2010, presque en 2011, il est plus facile de parler de médiums qui parlent avec les morts que d'OVNI au Québec? Il y a deux raisons à ça. D'abord, premièrement, parce que le monde des fantômes, comme vous l'appelez, on pourrait appeler ça de la spectrologie, les spectres, les fantômes, et ainsi de suite, le paranormal. Premièrement, c'est une culture tout aussi universelle que celle des OVNI, parce qu'ici au Québec, on est à peu près 40 ans en retard en matière d'information. Donc, c'est un phénomène universel, le paranormal, mais beaucoup plus ancien. C'est-à-dire que dès le 17e, 18e siècle, on en parlait beaucoup. Nos légendes ici au Québec, axées sur le diable, les boules de feu. Les boules de feu, et puis le canot dans le ciel, les sorcières, et enfin tout ça, on a un historique assez fort là-dessus, une espèce de culture du paranormal qui rejoint plus le monde de la légende, ce qui fait que pour les gens, génétiquement, si on peut dire, sont davantage prêts à ça. Et la deuxième raison, c'est que le fantôme, à toute fin pratique, vient vous rejoindre personnellement. Il vous apparaît exprès, là, parce que c'est un parent décédé ou c'est une maison hantée dans laquelle vous habitez, ce qui fait que les gens sont beaucoup plus proches de ce phénomène-là, alors que le phénomène OVNI, ils ont le sentiment que ça les concerne pas, que c'est quelque chose qui
qui portent moins à conséquence. Ce qui est une grave erreur de le penser, mais c'est la raison pour laquelle l'ufologie est plus difficile à vendre. Mais pourquoi on est si en retard que ça au Québec par rapport aux États-Unis? Est-ce que c'est la loi du nombre? Est-ce qu'il y a plus d'habitants, plus d'enlèvements? Non, c'est pas la loi du nombre, c'est pas le fait qu'il y en ait plus ou qu'il y en ait moins. En Belgique, les gens là-bas sont aussi nombreux que nous et sont beaucoup plus au fait de ce qui se passe. Surtout en 90 avec la vague belge qu'il y a eu, l'intervention des forces aériennes belges aussi qui ont fait des déclarations à la presse. Non, ici, je pense que c'est peut-être dû, il y a deux facteurs, peut-être dû à une surreprésentation de l'Église chez nous. On le sait, depuis 1534 jusqu'à 1964, c'est l'Église qui contrôlait le Québec. Ça a changé avec la Révolution tranquille, mais on a été comme profondément marqué. Et là, il y a un rejet de l'Église qui s'est fait, massif, qui est en croissance au moment où on se parle. Et on dirait qu'avec ça, on a rejeté tout le reste. Tout ce qui n'est pas rationnel, tout ce qui n'est pas cartésien, on n'ose pas y toucher de peur de se faire avoir, comme on s'est fait avoir auparavant. Il y a ça. Et il y a une sous-médiatisation, en sens que les grands médias, le mainstream qu'on appelle, tu sais, Radio-Canada, TVA, la presse, les journaux, ainsi de suite, osent pas tellement y toucher. C'est pas une conspiration, je pense que c'est tout simplement... il n'y a pas que le phénomène OVNI qu'on touche pas. Il se passe des choses dans le monde qui vont faire la première nouvelle à CTV. Hein? C'est à Montréal, ça. Global, c'est à Toronto, ça. C'est chez nous, quand même. Là. Ça va faire la première nouvelle, puis nous, on n'en parlera même pas. Alors, on est très, très repliés sur nous. Puis ici, ce qui nous intéresse, c'est les performances de Carey Price et les contre-performances de Jean Charest. C'est à peu près ça, là, on aime ça. Mais le reste, non. Mais on parle toujours de ce qui se passe ailleurs. Pourtant, dans la région, ici, il y en a eu des phénomènes OVNI répertoriés. Et s'il y en a un qui le sait, c'est bien vous. Mais ça non plus, on n'entend que très peu parler, sauf si ça se passe à côté de chez nous. Je peux vous donner un exemple frappant. À Montréal, au-dessus du centre commercial Cavendish Mall, il n'y a pas tellement longtemps, il y a eu une observation assez intéressante. Là. La crédibilité du témoin est là. Un obstétricien du Jewish Hospital, je crois, qui a fait cette observation-là. Ça a été couvert par La Gazette et CTV. Le Journal de Montréal n'en a pas parlé. Radio-Canada, à peine. TVA non plus. Alors, c'est chez nous et c'est là. Et c'était quand même assez... mais regarde, il y a une pudeur, un tabou incroyable que je m'explique simplement par le fait qu'au Québec, on aime ça garder nos affaires. On parle à notre monde, on leur montre des affaires qu'ils connaissent. On s'embarque pas dans des affaires compliquées, puis on garde ça chez nous, puis on se regarde le nombril, puis c'est tout. On est fait comme ça. Alors quand tu arrives avec un sujet comme celui des ovnis, tu deviens un ovni toi-même. Là. C'est pas compliqué, là. Tu sais, comme c'est tout juste si. Mais ça change. Hein? Ça change parce que moi, ça fait 3 conférences que je donne. Et moi, je peux vous dire la réaction des gens. J'ai eu un laps de temps où j'en ai pas donné. Alors, durant cette période-là, moi, quand je suis quand même resté sur la dernière impression qu'on a de la dernière conférence que tu as donnée, il y a plusieurs années de ça. Alors, quand j'ai donné ma conférence autant au Cégep Limoilou qu'à Saint-Georges-de-Beauce ou au Cap-Saint-Ignace, tout comme je vais celle de Plessisville. On dit bien Plessisville ou Plessisville? Plessisville. D'accord. Alors, Plessisville. Et j'ai été foudroyé par la réaction des gens. Parce que déjà, là, j'allais beaucoup plus loin qu'auparavant, parce que là, maintenant, étant à la retraite, là, j'ai plus de territoire à protéger, moi, là. J'ai pas d'employeur sur le dos, là, qui me dit d'y aller mollo. Alors, même ma femme me dit pas d'y aller mollo. Alors, le résultat de ça, c'est que je m'attendais quand même, je me suis dit, je vais y aller. J'ouvre la machine, on verra bien, tu sais. Et, peut-être pas la première conférence, mais les 2 dernières, là, je me suis dit, je vais me faire ramasser.
Et lorsque les questions ont commencé, ils étaient encore plus flyés que moi. Et là, j'ai dit, oups, les gens ont évolué. Il y a une évolution là, qui se passe. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, un peu comme si on sentait intuitivement ou instinctivement qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, en dehors de l'ufologie. Là, il y a quelque chose qui se passe. Là. C'est difficile à... Tu sais, j'irai pas parler d'énergie, là, parce que là, on va dire, tu fais de l'ésotérisme, mais il y a une... je vais le dire quand même. Oui, il y a une énergie bizarre qui se diffuse un peu partout. On la ressent. Moi, étant donné que je patauge autant dans l'actualité que dans l'ufologie, je regarde les deux aller, je me dis oui, puis ça y va également aussi dans le domaine de l'ufologie. Il se passe des grosses affaires. Et là, je me dis, OK, les gens s'ajustent. Les gens sont en train de s'ajuster, de capter ces changements-là, pas nécessairement avec leur tête, pas nécessairement assez pour pour arriver puis le verbaliser et dire exactement qu'est-ce qu'ils ont vu ou qu'est-ce qu'ils ressentent, mais et ça paraît dans leur mode de questionnement. On entend même des affirmations qui viennent de pilotes de chasse, des astronautes, des anciens astronautes, qui révèlent des choses qu'ils ont vues parce qu'ils étaient protégés par les lois gouvernementales pour les 50 années à venir. Mais vous, là, quand on fait appel à Jean Cazot pour des recherches ou des enquêtes, êtes-vous en contact avec la Sûreté du Québec, l'armée, le service de renseignement canadien, la GRC? Avez-vous des contacts partout? Si j'avais j'ai certains contacts au sein de ces organismes-là, mais ce sont des contacts privés et discrets. Ce ne sont pas des contacts officiels, comme moi en tant qu'individu, ou puis je vais mettre une organisation sur pied, là, j'en refonde une autre, là, ça va faire ma 3e là, en janvier. Alors que ce soit cette organisation-là ou moi, avoir un contact établi avec ces gens-là, c'est presque impossible, à moins que... Bon, c'est sûr que tu peux avoir... parce que ces gens-là ont la phobie du secret. Surtout, ils veulent même pas te donner l'heure. Tu sais, je veux dire, ils sont obsédés par le secret. Mais par contre, je sais qu'il y a des organismes qui vont avoir avec la police locale, mettons, si tu entends parler d'OVNI, envoie-nous-les. C'est du cas par cas. Mais il n'y a pas de politique établie, ni au Canada, ni au Québec, de collaborer avec qui que ce soit en matière d'ufologie. Si le chef de police de Plessisville veut rien savoir, oublie ça. Mais si celui de Sainte-Marie-de-Beauce, ça l'intéresse, là, comprends-tu, je veux dire, c'est ça qui va arriver. Là. C'est du cas par cas. C'est une politique de corridor. Oui, exact. Mais vous avez fondé des organismes à l'époque. J'aimerais ça que vous en parliez, faire juste un survol de ceux que vous avez fondés. Oui. Ben, en 66, là, quand j'ai commencé à m'y intéresser de près, j'ai fondé la SRPM de Québec, par la suite le magazine AFA. J'ai publié un premier livre, ça a été une grosse année, là, 67, 68, 69. Et ça a fait un temps. Après quoi, j'ai fondé une nouvelle organisation plusieurs années plus tard qui s'appelait le Centre d'études et d'information sur les phénomènes inexpliqués, qui s'appelait le CEPI. Mais ça, c'était dans l'Outaouais. Ça marchait fort. Ça marchait très fort, ça. C'était des organisations à membres. J'envoyais des documents, des choses du genre. Je pourrais vous en montrer tout à l'heure. Mais ça a très bien fonctionné aussi. Mais là, je suis redevenu ufologue indépendant, mais je sens le besoin de m'entourer d'une équipe d'enquêteurs parce que j'ai trop de matériel. Et là, je suis seul dans ça. Et une enquête, c'est pas une couple d'heures, là. Ça peut être beaucoup plus long, beaucoup plus exhaustif. Alors, je veux former des enquêteurs qui, eux, vont débroussailler puis aller chercher le matériel, puis ensemble, on va analyser tout ça. Alors ça promet d'être intéressant. Mais ça, c'est en janvier. Mais pour le moment, je suis ufologue indépendant. Mais vous semblez avoir beaucoup voyagé, un peu dans le monde. Donc, vous avez sûrement vu
des vestiges du passé, comme par exemple la pile de Bagdad, ou la pierre... La pile de Bagdad est en Irak. Est en Irak. Pas aller là. Ah non, ou Palenque, où ce qu'on voit clairement des dessins de pilotes sur... vous avez dû constater ces choses-là. J'en ai vu des trucs du genre, j'en ai vu dans des musées, le crâne de cristal, des choses du genre. Ce sont les artefacts. Là, vous touchez un élément de la conférence, parce que la conférence s'intitule « Les ovnis liés à notre passé ». Et ma conviction personnelle, là, ce sont des recherches, mais aussi des réflexions qui m'emmènent à demander aux gens dans la salle, finalement, s'ils veulent monter à bord de mon train, qui se révèle un train de réflexion, c'est comme ça que je l'appelle, direction Terra Incognita. Là, on s'aventure dans quelque chose qui est pas prouvé. Et parce que les réflexions ne sont pas nécessairement prouvées, on s'entend. Mais c'est un mécanisme de la pensée, ça, parce qu'il faut sortir des méandres complexes et très restrictifs de la science appliquée. Parce qu'en ufologie, on ne peut pas faire de science, à moins qu'il y ait des traces précises, des artefacts. Autrement, on doit se rabattre sur des témoignages qui n'est pas considéré comme scientifiques. De là, le désintérêt des scientifiques. Et je dis bien le désintérêt et non pas le désaveu. Parce qu'un scientifique honnête ne dira jamais que ça existe ou pas, tant qu'il ne l'a pas étudié. S'il dit quoi que ce soit, c'est pas un scientifique. C'est un baveux. Pas la même chose. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, effectivement, c'est l'objet de la conférence. Ces artefacts-là semblent témoigner qu'on aurait eu plusieurs passés, pas qu'un seul, et certainement pas celui que la science conventionnelle nous dit, à savoir, bon, tu sais, l'origine du monde, là, et ainsi de suite, puis l'Australopithèque, et bon, tout ça est bien beau. L'arrivée de l'homme moderne, mais là, il y a des inconsistances historiques qui nous démontrent que avant la civilisation telle qu'on la connaît maintenant, qui date de peut-être 7-8 000 ans, la nôtre, qu'avant ça, c'était l'homme des cavernes, là, c'est ça, là, ça marche pas, là. Là, il y a eu une brisure quelque part, il y a quelque chose qui est survenu, et on sait maintenant, avec les travaux de Charles Hapgood, qui ont été quand même reconnus par Einstein, qui ont inspiré le film 2012, on sait qu'il y a eu une brisure, un déplacement de la croûte terrestre, quelque chose d'assez sérieux, de très grave, qui est repris d'ailleurs dans toutes les légendes, les mythologies, et qu'on appelle le déluge. Et ça a comme tout lavé. Il ne reste plus rien. Sauf, justement, l'influence qui est restée de ces civilisations-là a perduré encore quelques siècles, ce qui a fait que les énormes pyramides, les ziggourats en Perse, les pyramides mayas, Incas, parce qu'il n'y a pas que... Et Olmec, beaucoup plus vieux encore que les Incas, et les Aztèques. Bref, ont laissé des plaines de Nazca, regarde, on pourrait passer la journée à les nommer, sont de troublants artefacts qui viennent nous rappeler que, tu sais, vous parliez de la pile de Bagdad, c'est la même chose, qui viennent nous dire que avant l'homme des cavernes, là, tu sais, il y avait peut-être quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on en sait? Tu sais, ça a été complètement lavé, ça. Complètement. Les océans, de toute façon, les océans n'ont pas arrêté de monter puis descendre depuis 300 millions d'années. Alors, c'est pas étonnant que... Moi, je dis que le 3/4 des preuves de ça se retrouvent sous l'eau, ou, comme Hapgood le prétend, sous l'Antarctique. Mais là, tu iras creuser ça, toi, 15 km de glace. Là. Un phénomène qu'on a vu apparaître aux États-Unis et qui, bien souvent, a été révélé par erreur, c'est des révélations faites sous hypnose. Ah ouais, parce que des gens qui hypnotisaient des patients pour des douleurs, subitement se mettaient à révéler qu'ils avaient été enlevés. Ouais. Et ça a fait boule de neige. Ouais. Assez étrangement, moi, dans les tout débuts de ma passion ufologique, j'ai rencontré un psychanalyste de Québec qui s'appelait le docteur Paul Labrie, qui m'a un peu pris sous son aile, du mentorat, comme on appelle aujourd'hui, et qui m'a initié à l'hypnose, à travers bien d'autres discussions qu'on avait sur plein de sujets, dont l'ufologie évidemment, mais bien d'autres choses aussi. Et monsieur le docteur, le doc, comme je l'appelais, m'a initié à l'hypnose, et de façon assez
assez rigoureuse. Et par la suite, j'ai perfectionné cet art-là. Au début pour le plaisir, puis après ça, jamais à des fins professionnelles ou thérapeutiques. J'ai pas de diplôme, mais je suis allé chercher une formation également chez un des assistants du Dr. John Mack, qui est un des grands spécialistes dans le domaine des enlèvements, il est décédé en 2004. Et un de ses assistants ici au Canada, qui se trouvait en Ontario, à Ottawa, le Dr. Schachter, lui a peaufiné ma méthode. Ce qui fait que je pratique moi-même l'hypnose à des fins de régression pour ces témoins-là. C'est une technique différente, basée sur la méthode Erickson, il va sans dire, mais différente dans le sens que très, très, très important quand tu fais une régression ufologique, de n'induire aucune espèce de réponse dans ton questionnement. Parce que là, ça soulève des doutes dans l'esprit des gens, et ainsi de suite, quoique l'hypnose, ça marche pas de même, là. Tu sais, quelqu'un sous hypnose, là, quand même, qui dit que la boîte est verte, là, quand même, tu dirais, mais la boîte rouge, là, est rouge, là. Il va dire, non, elle est verte. Regarde, tu sais, ça me fait rire, moi, quand j'entends les sceptiques dire, il a soufflé les réponses. Ça marche pas de même. Je veux dire, regarde, les gens restent conscients, là, sont pas endormis, là, c'est encore... Les gens savent pas c'est quoi l'hypnose. C'est pas compliqué, là. De toute façon, j'ai pratiqué, je la pratique encore, je l'utilise et je l'ai fait il n'y a pas tellement longtemps pour un témoin remarquable, une expérience fabuleuse. Et voilà, l'hypnose, je sais très bien de quoi vous parlez. Y a-t-il plusieurs cas répertoriés au Québec d'enlèvement? Oui, une tonne. Croyez-le ou non, j'ai fait des apparitions à plusieurs reprises dans des médias. Ce qui m'a amené une manne de courriels. Aujourd'hui, c'est plus du courrier, c'est du courriel. Et je vous dirais que j'ai plus de cas d'enlèvement que d'observations traditionnelles. J'ai séparé ça, mes courriels, là, les RR en général, 1, 2, 3, et les RR4, qui sont les enlèvements. Là. Ben, ma colonne d'RR4 là, est aussi plus, même encore, que les autres. Parce que les gens savent que ça m'intéresse, ça c'est important, parce que il y a des ufologues, ça les intéresse pas, ils vont les flusher, là, ils écouteront même pas, alors ils reviendront pas 2 fois. Moi, ils savent que ça m'intéresse, c'est une des raisons. Mais oui, il y en a, oui. Puis il y a pas, demandez-moi pas s'il y a un profil de ces gens-là, il y en a pas. Demandez-moi pas s'il y a une région au Québec qui en a le plus, non. Puis OVNI non plus. Il n'y a pas d'endroit, c'est universel, c'est partout. Et c'est, il n'y a pas de singularité, là. Tu peux pas arriver puis dire, c'est sûr qu'il y a des moments où on va se retrouver dans un endroit où il y en a beaucoup. Puis ça dure 1 semaine ou 2, puis après ça, c'est fini. Tu sais, ça, c'est arrivé au Québec, c'est arrivé à Rimouski, c'est arrivé à Shawinigan, c'est arrivé à Vimy Ridge, c'est arrivé, c'est pas loin de chez vous, ça. C'est arrivé en Abitibi, puis d'autres ufologues pourraient dire que c'est arrivé ailleurs, puis je ne sais pas, là. Alors, c'est ça. Mais il n'y a pas de profil. Le cinéma, à l'heure actuelle, si on exclut Taken de Spielberg, Prédiction, dans lequel jouait Nicolas Cage, si on exclut ça, c'est de la merde, hein? District 9, Skyline. C'est noir. Des bébites là, qui viennent de Fort Kine, qui est une platitude. C'est un petit film d'horreur, c'est tout. C'est un peu le je pense que ça s'appelait le film où la fille était dans la forêt avec un flashlight en dessous. Blair Witch. Projet Blair. C'est le projet Blair des ovnis, ça, de Fort Kine. Et alors, cette réalité-là qu'on nous présente, elle est très hollywoodienne. Ça dépasse c'est pas que ça dépasse la réalité, mais c'est complètement dehors. Moi, là, je n'ai aucun rapport. Puis j'en ai fait, là, dans ma vie, là. Puis j'en ai lu. Moi, je te dirais qu'il y a peut-être 1% des observations qui pourraient être interprétées comme hostiles. Je dis pas qu'il y en a pas, parce que je fais pas de l'angélisme, là. Il est fort possible qu'il y ait des races qui soient extrêmement hostiles ou malveillantes, ou c'est fort possible, là. Je veux dire, on parle de l'univers, là. C'est pas tous les enfants du bon Dieu, là. Alors oui, ça c'est fort possible. Ça,
Même que le contraire serait surprenant. Mais de là à dire que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, puis qu'on est envahi par des êtres malveillants, non. Ça, moi, regarde, pas avec les témoignages que j'ai. Non, regarde, ça marche pas, ça. Mais vous, Jean Cazot, vous avez au-delà de 500 dossiers de traités. Vous pouvez peut-être pas 500, là, mais j'en ai une gang. Mettons. Ouais. Vous pouvez pas demain matin faire comme la plupart des gens disaient quand ils sont tannés d'entendre ou de lire, ils peignent tout ça, ils mettent ça dans un sac vert, ils mettent ça au chemin, puis c'est fini, en politique. Vous pouvez plus. Vous pouvez le faire, mais vous ne seriez pas honnête avec vous-même, sachant tout ce que vous savez. Est-ce que ça vous fait peur, des fois? D'abord, premièrement, je vais dire quelque chose. Les gens vont dire que je suis prétentieux, là. Je me compare pas à lui, là, mais mettre tout ça dans un sac vert puis arrêter, ça aurait été comme demander à Picasso d'arrêter de peindre. Tu sais, je me compare pas à lui, là, mais tu peux pas, là. Tu sais, c'est chaque fibre de ton corps, de ton esprit, chaque effluve de ton âme. Et là, alors, regarde, c'est comment je voudrais, je pourrais pas. Tu peux pas demander à Schumacher d'arrêter de courir. Bon, assez de me comparer avec des grands noms, là. Cela dit, non, j'ai pas peur. Au contraire, moi, je suis même fasciné. Je suis comme un enfant, là. Tu sais, je veux dire, moi, je regarde ça avec je dirais presque de l'amour. Tu sais, je veux dire, c'est terriblement puissant, là, ce qui m'habite dans ce domaine-là. Alors, parle-moi pas de peur. J'ai aucunement. Mais je dis pas que je ferais pas un saut, là, si ça se posait dans le cours, là. Ça c'est humain, là, tu sais, t'as le réflexe de l'étonnement, mais je veux dire, il n'y a aucune peur qui m'habite. Aucune. Parce que je dis ça, parce que on regarde aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se cherchent. Et s'il fallait... Et de vieux. Et de vieux aussi qui se cherchent. Et qui... S'il fallait du jour au lendemain qu'ils voient un ovni débarquer dans le cours chez eux, ben là, ça serait, excusez l'expression, mais ça serait le bout de la marde. Là, mais ça l'est. Oui. Ça l'est. J'ai des témoins, moi, que c'est le bout de la marde. Regarde, leur univers a été complètement... je ramène souvent ce dossier-là parce que c'est peut-être un de ceux qui l'expriment le mieux, mais moi, j'ai toujours en tête mon homme d'affaires à Neuville, là, qui revenait d'une réunion de business avec ses clients, puis qui était furieux, là, puis ça marchait pas, qui était en train d'engueuler peut-être pas de l'engueuler, mais qui était en train de parler avec son associé, en tout cas, et qui, à un moment donné, a vu ça arriver devant lui, là, puis ça avec 40 pieds de large, à 30 pieds d'eau, là, au-dessus de la voiture en face, là, métallique, là, avec silencieux, là. C'était pas la planète Vénus, là. On s'entend? Et ça, c'était une grosse observation. Mais lui, sa vie a été littéralement bouleversée. Il est en colère. Il est encore en colère. Je l'ai rencontré à quelques reprises. J'ai fait mon enquête avec lui. Le gars, il est en maudit. Et qui plus est, j'ai offert mon livre, il veut pas le lire. J'y ai donné. J'ai pas vendu, j'y ai donné. Puis il veut pas le lire. Il l'a fait lire par sa femme. Parce qu'il y a la chienne. Encore. Il a de la misère à sortir le soir. Il n'aime pas ça. Écoute, sa vie a été littéralement bouleversée. Alors, oui, l'expression, c'est le bout de la merde. Lui, ça s'applique. Puis encore aujourd'hui, même si ça fait déjà un petit peu plus qu'un an que c'est arrivé, là. Ça va faire 2 ans, là. Bientôt, en février. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui ont peur, justement, puis qui n'osent pas? C'est quoi le message que vous auriez à lui dire pour les rassurer? Dire, osez, allez un peu plus loin, ouvrez-vous. Pourquoi on aurait peur de ce qui, de toute évidence, semble être de la même famille? Je veux dire, je l'ai dit, ma conférence, ça s'appelle « Les ovnis sont liés au passé, à notre passé, notre passé ». Ça n'a pas commencé en 47, cette affaire-là, là. Ça fait longtemps que inconsciemment, on est en lien, en relation. C'est la théorie qui a été avancée par John Mack qui est fascinante, dans laquelle moi j'embarque les 2 pieds dedans. On les connaît, ils nous connaissent. Quand on se fait enlever, on les reconnaît. C'est assez fort, ça? On les reconnaît. Mais c'est sûr que quand tu en reviens, le traumatisme
animal et normal fait en sorte qu'il y a comme une espèce de... Comme n'importe quel choc post-traumatique, là, il y a une oblitération de la mémoire. C'est comme n'importe quoi, hein? Je veux dire, il y a des gens qui vont subir un accident d'auto, sont pas blessés, mais tu leur demandes qu'est-ce qui s'est passé, puis ils s'en souviennent pas. Un blackout. C'est un blackout. Eux aussi ont un blackout, parce que je te cache pas que ça doit être relativement surprenant. De toute façon, ils sont pas très engageants. Pas tous, il y en a qui sont pas très engageants. Ça doit... oui, tu dois... Oui, j'ai l'impression que tu dois avoir des mouvements péristaltiques incontrôlables. Vous irez voir ce que ça veut dire. Et là, ces gens-là, oui, ont peur, mais c'est temporaire. C'est temporaire. Moi, là, j'ai appliqué la méthode de Mac que moi j'ai appelé en tout cas l'étalement de la mémoire. Quand tu vas plus loin que le traumatisme, quand tu fouilles plus loin, c'est là que tu réalises, tout se calme. Ton sujet, ton patient, je pourrais te montrer une vidéo de ça, là. Pas ton patient, mais ton sujet, là, se calme. Puis là, là, tu te rends compte, là, que ça... la profondeur qui est en train de... Des fois, ça arrête net. Mais des fois, ça va plus loin que ça. Et là, tu te dis, mais ils se connaissent. Ils se connaissent. C'est ahurissant de dire ça, hein? M'en fous. C'est ça. Moi, c'est ça que je vis quand je fais des enquêtes. Je ne veux bien pas vous dire le contraire. Alors, la peur, quoi leur dire? Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Tu sais, c'est comme, je sais pas, moi, on va te dire... moi, j'ai travaillé comme guide de pêche dans les Laurentides, puis il y avait des ours noirs, tu sais, qui venaient régulièrement rôder. Puis j'avais un vieux guide, là, un Indien qui était avec nous autres. Là. Le gars, il me disait, pas de raison d'avoir peur. Puis là, il m'a éduqué sur ce que c'était qu'un ours, puis son comportement, puis comment c'est. Une fois que tu le sais, mais c'est sûr que quand tu t'en vas pisser à 3 heures du matin, puis tu arrives face à face avec une mère ours, ben, disons que, je veux dire, ça court mal. Les culottes à terre, tu sais, fait que, je veux dire, tu restes bête. Mais, pourtant, je savais, il me l'avait dit. Mais, tu sais, c'est ça, là. C'est la peur sur le coup. Peu importe ce que tu sais, peu importe ce que tu peux apprendre, je pense que la peur est inévitable. Mais il faut la sublimer. Il faut aller au-delà de ça. Et surtout, s'il nous est rien arrivé, arrêtez d'avoir peur de ça. Je veux dire, on est en 2010, il n'y a personne qui s'est fait... il y a une histoire qui court sur une île au Brésil là, où tous les habitants auraient été zappés. Là. Mais, je veux dire, historiquement parlant, le phénomène OVNI puis le reste de l'humanité, là, il n'a pas de problème. Pourquoi il y en aurait là? Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. De toute façon, regarde, on a juste à regarder la technologie qu'ils ont. Pour manœuvrer de la façon dont ils le font. Je peux te dire qu'on serait à genoux dans le temps de le dire. Tu sais, le fameux film Independence Day, oublie ça, là. Je veux dire, ça a pris du temps, là. Tu sais, je veux dire, regarde, ce sera pas long, là. C'est comme ça, shit. Je veux dire, ils sont capables de paralyser tous les systèmes électriques, autant des avions, des bateaux que des voitures. Ils ont une technologie hallucinante que d'ailleurs, moi, dans mon temps, c'était de la fiction. Mais aujourd'hui, en 2010, tu as des physiciens, des scientifiques en physique théorique, dont le professeur Michio Kaku, qui est en train de nous dire, ça là, physiquement, on est capable de le faire. On n'a juste pas les matériaux, puis l'argent, puis la volonté de le faire. Mais c'est faisable. Là, tu dis, tu sais, je veux dire, pas oublier le laser. Tu sais, on n'aurait pas pensé à ça dans les années 40, 50. Mais aujourd'hui, c'est courant. Tu peux t'acheter un pointeur laser pour 17,99 et ainsi de suite. On développe des choses. Alors, imagine quelqu'un qui a 100 000 ans, 200 000 ans, 1 million d'années d'avance. La technologie se fait au niveau moléculaire. Là, c'est plus de la mécanique physique traditionnelle. Là, on joue avec les particules élémentaires qu'on cherche encore, comme c'est le cas au Large Hadron Collider à Genève, où on a dépensé des milliards pour faire des expériences sur certaines particules. On les cherche encore, on cherche à les identifier, mais imagine une civilisation qui maîtrise au point où leurs enfants de 4 ans en maternelle font de la mécanique quantique avant d'aller manger. Alors, on peut imaginer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Et quand tu maîtrises la matière dans sa substance la plus élémentaire, oui, tu es capable de passer à travers une porte.
Oui, tu es capable d'accélérer 13 000 km/h en 2 secondes, t'arrêter pile sans rentrer dans le windshield. Oui, tu es capable de faire ces choses-là. C'est maintenant concevable au niveau de l'esprit. En deçà de la fiction. Ça ne l'était même pas dans mon temps, puis je l'acceptais. Aujourd'hui, je fais plus que l'accepter. Je me dis, je suis pas tout seul. Là, maintenant, ils sont en train de nous le dire. Oui, ça a du bon sens, ça. C'est faisable. Nous avons, l'être humain, nous avons... Là, je fais des déclarations à l'emporte-pièce. Si quelqu'un appelle et dit faudrait qu'il prouve ce qu'il dit, ben, change de canal. Moi, j'ai pas besoin de prouver, c'est de la réflexion. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, la science ne peut pas prouver ce qu'elle ne peut pas trouver. Quand elle l'aura trouvé, on en parlera. Je crois que l'être humain a une double origine, une double essence. On est habitué de penser que nous sommes un esprit, que nous sommes un corps doté d'un esprit. Moi, je vois la chose différemment. Je dis que nous sommes un esprit emprisonné dans un corps. Et ça change tout. Sur le plan de la philosophie, ça change tout. Ta façon de voir la vie. Et ce corps-là, comme ça, là, ici, qui vous parle, le fait avec sa tête. On réfléchit avec notre tête. Mais cet esprit-là dont je vous parle n'a pas de cerveau. Il a une intelligence propre. Et je soupçonne que plusieurs de nos rêves sont justement quand le cerveau se calme, qui ferme sa boîte, puis qui laisse l'autre s'exprimer. Sauf qu'au réveil, ou même pendant le rêve, l'interprétation qu'automatiquement fait le cerveau rend ces images-là bizarres, perturbantes, cauchemardesques ou autres. Mais je pense que plusieurs de nos rêves sont un écho perturbé d'un autre type d'existence que nous avons, mais de façon inconsciente. C'est compliqué comme réponse, là, mais c'est... Comme des univers parallèles. Ouais. Les univers parallèles, il faut faire attention quand on parle de ça, parce que moi, je préfère parler d'univers extradimensionnel, même si sur mes livres, c'est marqué parallèle, là. Ça, c'est une petite affaire qu'il faudrait que je corrige à un moment donné, là. Mais, parce qu'univers parallèle, c'est un univers dans lequel j'aurais mon double. Ça. Je dis pas non, là, mais je fais juste ça, je sais pas, ça vient pas me chercher. J'ai pas de résonance avec ça. Mais un autre univers dans une autre dimension, qui serait collé sur la nôtre, parallèle sur le plan physique, mais pas nécessairement une reproduction de notre univers. Les physiciens quantiques arrêtent pas de parler de ça, là. Nous, quand on parlait de ça dans le temps, on disait qu'on faisait de l'ésotérisme. On disait que Dieu est dans une autre dimension. On faisait de la spiritualité. On disait que le royaume de Dieu est fait de lumière et d'énergie. Puis les physiciens quantiques nous disent que les autres dimensions sont faites de photons et d'électrons. Les photons, c'est de la lumière, puis l'électron, c'est de l'énergie. Alors, on n'a pas le même vocabulaire, mais on parle presque des mêmes choses. On est en train de se rejoindre. Tranquillement. Pas la science conventionnelle. Pas la science physique du type là, qui enseigne là, à l'Université Laval, là, puis qui est en physique classique, là, puis qui fait tomber des petites affaires sur une table. Là. Je me moque pas d'eux autres, mais les physiciens quantiques sont des années-lumière en avant de la physique classique. Mais les physiciens quantiques font rarement les bulletins de nouvelles. Leurs recherches sont tellement complexes qu'on peine à les suivre. Même ceux qui tentent de faire de la vulgarisation, on comprend pas, parce que d'abord, ils ont un jargon, puis deuxièmement, il faut avoir quand même une base pour comprendre ce dont ils parlent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui était physicien nucléaire et qui m'a aidé là-dedans. Écoute, ça a été René Pigeon. Il a été d'une aide extraordinaire pour moi, parce que lui, ça a été long, là, mais il m'a appris à toute fin pratique à décortiquer un peu le langage et comprendre où ils en viennent, ces gens-là. Mais actuellement,
le monde des particules élémentaires et le monde spirituel est en train de se rejoindre. C'est en train de se rejoindre. Mais si vous faites la synthèse de tout ce que vous avez acquis comme connaissance, comme preuve personnelle, comment vous pourriez imager ça aux gens? Où on en est rendu aujourd'hui? Et comment vous voyez ça? Vous avez des petits-enfants, vous devez vous poser des questions, savoir qu'est-ce qu'ils vont vivre, qu'est-ce qu'ils vont découvrir que j'aurais pas découvert dans ce domaine-là. Je pense qu'on se dirige vers un... Je vais vous dire quelque chose à l'emporte-pièce. La très grande majorité des religions, connues et moins connues, ont toutes en commun un aspect que les gens ne savent pas. Particulièrement ici au Québec, parce que la connaissance qu'on a des religions se limite à la religion catholique. Puis j'ai même pas dit chrétienne, catholique. C'est à peu près la seule qu'on connaît. Puis celle qu'on a appris à connaître, malgré nous, c'est la religion musulmane, puis on l'a pour mourir, parce qu'on l'associe aux terroristes, puis ainsi, puis on veut rien savoir. Notre contact avec l'islam. L'islam est beaucoup plus profond que ça. Là. Je veux dire, il faut pas s'arrêter aux extrémistes, aux innocents. Là. Puis on en a chez nous aussi. Et d'ailleurs, notre religion à nous est beaucoup plus profonde que ce qu'on en connaît. Parce que la seule affaire qu'on en connaît, c'est les 7 sacrements puis la messe. Le petit catéchisme. Il faut aller plus petit catéchisme. Mais encore là, on parle des gens de notre âge, Dominique. On parle pas des jeunes, le catéchois. Alors, mais les grandes religions ont tout en commun de nous dire qu'un jour, il y aura une grande perturbation. Une illumination dans certains cas, ou une perturbation, ou une illumination précédée d'une grande perturbation. Nous autres, on appelle ça le jugement dernier, l'apocalypse, ainsi de suite. Mais il n'y a pas que nous, là. Elles ont tout ça en commun. Et les signes précurseurs, je le répète, de toutes les religions, puis pas que les religions, je parle aussi des légendes, de certaines légendes amérindiennes, notamment chez les Cheyennes, chez les Cherokees, Lakota, Sioux, ainsi de suite, Hopi, chez les légendes aborigènes, notamment en Australie. Bref, elles ont tout ça en commun. Chez les hindous, c'est le Kali Yuga. Grand événement mondial. On ne parlera pas de 2012, ça vient des Mayas, des Sumériens aussi en passant. Alors, tu regardes tout ça, puis tu dis, les signes précurseurs, c'est quoi? Puis tu as presque envie de dire, on est dedans. On est dedans. Alors, est-ce que c'est de mon vivant? Moi, j'aimerais bien ça. Sinon, ce sera de leur vivant à eux. Mais moi, je dis qu'on se dirige vers une époque où, qu'on le veuille ou non, on est appelé à choisir un camp. Ça, c'est dans notre comportement de tous les jours. C'est pour ça que quand je dis que l'ufologie, ça dépasse la petite choco-volante, là, ça va beaucoup plus loin que ça. Là, quand tu fais de la recherche, pas de la compilation de dossiers, mais quand tu fais de la recherche, oups, là, tu arrives à ces niveaux-là. Et là, tu dis, écoute, on va devoir choisir un camp. Un peu comme, je sais pas moi, quand les Allemands menaçaient d'envahir l'Angleterre, on disait aux Anglais, tu sais, là, vous avez besoin de ne pas avoir de doute, parce que ça s'en vient, puis il faut se préparer, choisissez votre camp, là, tu sais, vous allez vous battre ou pas, tu sais, bon. Là, c'est un peu la même chose, tu sais, et c'est ton comportement individuel va déterminer ce qui va arriver dans cette tribulation-là. C'est tout. Je suis pas en train de faire un discours en chair. Je suis en train de répéter, pas ce que les curés disent, je suis en train de répéter ce que toutes, sans exception, toutes les grandes religions disent, toutes les légendes disent. À un moment donné, là, au-delà de l'expression, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a un éphémère derrière ça. Là. Il y a quelque chose derrière ça qui vient l'appuyer. Et là, je dis aux gens, ce que je viens de vous dire là, analysez-le pas avec votre tête, parce que vous allez dire, il est pété, il est flyé. Ça me dérange pas.
mais vous avancerez pas. Analysez-le avec la répercussion que vous avez intérieurement. Je l'ai dit en conférence, j'appelle ça le principe de résonance. Ça résonne-tu ou pas? Qu'est-ce que ça fait quand je vous dis ça? Pas à votre tête, mais en dedans. Règle générale, les femmes sont beaucoup plus réceptives à ça que les gars, parce que les gars, c'est des toughs, c'est des Monsieur Marlboro. Fait que, tu sais, eux autres, on va aller écouter le hockey. Tu sais, règle générale, c'est leur attitude, c'est correct. Des gars, j'en suis un. Mais j'ai remarqué que les femmes sont beaucoup plus sensibles à ça. Ils sont moins dans leur tête quand ils entendent ça. Et là, ils vont voir la profondeur de la résonance que ça a. Et c'est ma réponse. Mais dans toutes les réflexions qui sont faites via toutes les genèses du monde, ou les révélations, ou les avertissements, ils donnent-tu un code? Ils donnent-tu... Qu'est-ce qu'on doit faire pour être plus réceptif? Comment on doit... Est-ce que ça va être une adoption? Est-ce qu'on va recevoir un message et puis bang? Ou il va y avoir des signes précurseurs? Il va y avoir quelque chose pour nous dire change? J'ai écrit un roman là, que je donne aux gens, là, dans lequel, oui, il y a un message physique, tu sais. Mais au-delà de ça, on parlait de code. Dans un ordinateur, si tu importes, tu vas sur un site, c'est blanc sur noir. Tu veux importer, fait que tu fais un copier-coller. Puis quand tu importes ça sur ton Word, mettons, tu fais copier-coller, il n'y a rien. Tu te dis, ouais, non, il n'y a rien, c'est blanc. C'est normal parce que c'est blanc sur blanc. Il faut que tu le highlight, comme on dit dans le milieu, pour le voir. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Oui, il y a des codes. Mais si tu ne fais pas l'effort de les highlighter avec ton intérieur, tu ne les verras pas. Tu ne les liras pas. Si tu le fais juste avec ta tête. Parce qu'à ce moment-là, tu ne verras rien. Tu vas dire, il n'y a rien là. Comme ben du monde vont dire, il n'y a rien là. Ah, c'est pas d'allure ce qu'ils disent, ça n'a pas de bon sens. Parfait. Mais si tu les highlights, j'aimerais ça avoir une belle expression française pour ton émission, ce serait beau. Surligné. Surligné. Ouais. Surbrillance. Ouais. OK. Alors, si tu le mets en surbrillance, au niveau de ce que tu vas ressentir, c'est là que ça va se décoder. Les gens n'ont pas idée comment est-ce qu'en écoutant leur intérieur, au-delà de leur tête. Puis là, je vais faire une nuance tout de suite. Quand je fais une enquête sur le terrain, c'est ma tête. Ça, tu peux être sûr. Je suis pas là, tu sais, bon. C'est la tête, puis c'est les chiffres, puis c'est les mesures, puis let's go. Mais après, là, quand je fais l'analyse, ça va, mais quand j'utilise ce dossier-là pour confronter ça à tout ce que je viens de te dire, là je me sers plus de ma tête. Là, j'écoute ce que ça me dit. Puis c'est là que les choses tombent en place. Toutes les choses tombent en place. On a deux modes de fonctionnement parce qu'on est deux. Physique et autre. Je pourrais dire spirituel, mais tu sais, on est cognitif et intuitif. Et ça, c'est à pas perdre de vue, cela. Tu sais, même Jung en parlait quand il écrivait son livre sur la synchronicité. Là. Il y a des choses qui se produisent et c'est pas le hasard. Mais avec notre tête, on dit c'est le hasard, c'est des coïncidences. Perdez votre temps. Moi, je ne sais pas de quoi. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard dans ces choses-là. Ça n'arrive pas pour rien. C'est parce que ça ne s'adresse pas à votre cerveau ou à votre corps. Ça s'adresse à l'autre intelligence, mais qui est la vôtre, mais à laquelle vous n'avez plus ou moins accès parce que ça fait des millénaires qu'on nous dit de nous servir de notre tête. Puis on a transmis ça à nos enfants et ainsi de suite. Alors on a tout gâché, une humanité complète depuis 9000 ans. Parce qu'on leur a simplement appris à se servir de leur tête, parce qu'il n'y a rien que ça qui compte. Puis on continue de le faire. Alors quand un enfant exprime, je ne parle pas d'émotion, quand un enfant exprime une intuition ou qu'un enfant de 4 ans vous dit qu'il y a un ami imaginaire, chut, arrête ça, non, regarde, on coupe ça tout de suite, c'est à toi de ta tête, tu vois bien qu'il n'y a personne, gna 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 gna. Tu sais, je veux dire, on a la... réflexe. Oui, le réflexe de le ramener tout de suite à des considérations, je dirais, presque neurologiques, là. C'est tout ton cerveau. C'est pas un ennemi, le cerveau. Mais il faut comprendre une chose.
le cerveau est incapable d'émettre une seule pensée. Le cerveau ne fait que les gérer. Le cerveau, c'est un ordinateur. Moi, j'ai acheté un portable il n'y a pas longtemps. Il était vide. Puissant. Mais il est vide. Il n'y a rien dedans. C'est moi qui va le mettre, le stock, puis lui, il va le gérer. Et le texte qui est écrit, là, c'est pas l'ordinateur qui l'a écrit. C'est moi. Lui, il le met en ordre, puis il joue avec. Mais c'est pas lui qui l'a écrit. C'est moi. C'est la même chose. Mon cerveau, c'est un ordinateur. C'est un classeur. Un compilateur, c'est tout. Il ne pense pas. Il y a autre chose qui pense, mais qui fait partie de moi, intégralement. Mais maintenant, je confonds la pensée avec l'ordinateur. C'est un peu comme si je regardais mon portable et je disais « Beau texte, t'as bien fait ça. » C'est stupide, mais c'est ça. Mais on ne peut pas blâmer personne. Ça fait des milliers d'années qu'on s'est fait dire « Pensez juste avec votre tête ». Mais ceux qui nous ont dit ça savent très bien que s'ils veulent garder un parfait contrôle de leur ordre établi à eux, vaut mieux qu'on se serve juste de notre tête. Parce que si on se met à penser de l'intérieur, oh que c'est dangereux! Oh que c'est dangereux pour eux. Jean Cazot, j'aimerais en conclusion dire que vous cherchez pas à prouver quoi que ce soit. Comme vous l'avez dit tout à l'heure. Non, m'en fous, j'ai dépassé ça. Complètement. J'ai dépassé ça, là. Mon discours, c'est un discours de résonance et non pas de conviction. Je veux dire, c'est purement ça. Convaincre quelqu'un, c'est dépenser de l'énergie. Moi, j'aime autant aller me promener dehors puis prendre une bonne bouffée d'air frais comme le chaman Keisha Crowthers disait. C'est magnifique. Elle dit, au lieu de vous astiner, là, allez marcher dehors, là, parce que vous perdez du temps. Là. J'ai terminé ça. J'ai eu une longue époque là, de conviction. Là. J'essaye. Ça va dépendre. Tu vas me voir à un moment donné, je vais aller à LCN, mettons, je vais voir Denis, mon chum Denis Lévesque. Voilà, regarde. C'est sûr que je peux pas tenir le même type de discours parce que Denis va toujours me ramener à des considérations. Puis regarde, il y a son mandat. Alors, on va parler d'OVNI. Il n'y a pas de trouble avec ça. Tu sais, on va parler d'OVNI, on va parler de traces, on va parler de mesures, on va parler de ci. Je le fais, ça. Mais je le fais pas dans le but de convaincre. Je le fais dans le but de rationaliser ce que certains considèrent encore comme étant flyé, c'est-à-dire l'OVNI seul, juste ça. Moi, je suis rendu bien plus loin que ça, là. Mais je veux dire, lui, il a besoin d'avoir une rationalisation, moi, il donne. Mais s'il me dit, je crois pas, regarde. Next. Tu sais, c'est tout. J'ai pas de temps à perdre, ça m'intéresse plus. J'ai donné le dernier coup dans mon premier livre où j'ai expliqué c'était quoi le scepticisme, le processus d'accès à la connaissance. Le recueil de croyances, la dissonance cognitive. Tu sais, j'ai tout expliqué ça dans mon... C'est fini, là, j'en parle plus. J'en reviens plus là-dessus. Terminé. Je l'ai fait une fois, là, je l'ai fait une dernière fois, et c'est terminé. J'ai plus de temps à perdre avec ça. Il y a un type qui m'a écrit, un type du bureau, une grosse affaire, un gros titre, là, bon. Puis il m'a écrit en me disant, tout ce que vous racontez, c'est ci, puis c'est ça, puis c'est ci. Puis j'ai dit, alors si vous le dites, tout ce que je raconte, c'est ci, puis c'est ci, puis c'est ça, puis c'est ça. Point. Là, le gars me répond, il dit, je peux pas discuter avec vous. Ben, j'ai dit non, vous avez tout dit. Il est en maudit. Non, il est en maudit, le gars. Lui, il voulait se battre. Puis j'ai dit non, bats-toi tout seul. Regarde, je dis que c'est ça. Bye, c'est tout. Je ne perds plus de temps avec ça. Ça presse. Il y a trop de choses à faire, à dire, à partager, à établir ce principe de résonance-là. Je suis beaucoup trop occupé à ça pour perdre du temps à prendre ma tête puis m'ostiner avec une autre tête. Parce qu'il y en a 6 milliards de têtes, ça commence à être heavy. Tandis que au niveau de l'esprit, il n'y en a rien qu'un. Parce qu'on est tout un. Fait que tu parles à un esprit, tu parles à tout. Le principe de la matrice universelle. Regarde, on tombe dans d'autres affaires, mais regarde, c'est correct. Mais Jean Cazot, pour les gens qui sont encore sceptiques et qui auraient peur d'aller vous voir à votre conférence ou à l'une de vos conférences dans le futur,
C'est quoi le message? C'est quoi le clin d'œil que vous leur envoyez? Je mords personne. Je ne demande... D'ailleurs, je ne demande à personne, là, je le dis en conférence, là, je leur dis, là, je vous invite à monter à bord d'un train de réflexion en terra incognita. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on s'embarque dans quelque chose, là, qui n'est pas connu, incognita. Hein? C'est terre inconnue, on s'en va dans ça, là. Alors, regarde, embarquez dans le train, débarquez où vous voudrez. Moi, le train va continuer, là, par exemple, là. Puis on va pas vite. On va pas vite. Mais je veux dire, c'est tout ce que j'ai à leur dire. Venez mâcher un peu ce que je vous donne. Venez, moi, mon souhait, moi, puis je le dis aux gens aussi en conférence, moi, je souhaite que quand vous allez sortir d'ici, non seulement vous allez avoir appris des choses que vous pouvez mettre en doute, si vous voulez, mais au moins, vous allez avoir appris des choses et avoir absorbé des concepts que vous pouvez au moins mastiquer, puis vous dire, est-ce que ça tient en route, ce qu'il dit? Est-ce que ça fait du sens? Vous pouvez le faire avec votre tête, là, puis après ça, vous irez voir qu'est-ce que ça a comme impact intérieurement. Mais jamais, au grand jamais, je dis aux gens, moi, ce soir, je viens vous dire ça, et c'est la vérité. Non. Parce que je peux être dans le champ. Parce que ce que je raconte est peut-être même en deçà de la réalité. C'est peut-être encore plus fou. Neil Bohr disait, votre idée est folle, mais pas assez pour qu'elle soit vraie. Alors, c'est peut-être ça aussi. Ce que je dis là, c'est peut-être fou, mais peut-être pas encore assez. Alors, je peux être dans le champ. Alors, tous ceux et celles qui veulent plus de renseignements, on peut consulter votre site Internet. On va voir l'adresse qui apparaît dans le bas. Et soit vous suivre sur Facebook ou... Oui, moi j'invite les gens aussi à... oui, sur Facebook, mais j'invite les gens aussi à s'inscrire sur mon Twitter, parce que ça me permet de leur dire, là, j'ai une entrevue à tel endroit, j'ai une conférence là, il y a un cas qui vient de survenir, j'ai besoin de savoir si vous en avez entendu parler. Tu sais, c'est court, c'est le fun, Twitter, c'est pas long, hein. Ça écœure pas le monde, ça c'est pas des affaires ça de long. Alors, ça, je leur envoie, puis quand j'envoie rien, c'est parce qu'il y a rien. Mais ça, je les invite à le faire, parce que moi, je trouve que c'est un bon moyen. Puis Facebook, c'est un échange. J'ai une page destinée à l'ufologie aussi, qui est dure à trouver, ça n'a pas d'allure, je sais pas encore comment ça marche. À un moment donné, quelqu'un va me le dire. J'ai mon site www.jeancazot.com. C'est pas un site interactif par contre, mais ça donne une bonne idée de ce qui se passe au niveau des conférences, des événements, puis des choses du genre. Jean Cazot, merci de nous avoir reçus et merci de nous avoir accordé cette entrevue. Ça a été très intéressant. Merci.